Bienvenue, chers auditeurs, pour la 73e édition de Pourquoi tant de haine? Paul Verbeck à l'antenne de RFM. Pourquoi tant de haine aujourd'hui à l'égard de la Russie? Pour y répondre, j'ai la joie d'accueillir à nouveau Rachid Achachi. Bonsoir Rachid. Bonsoir Paul et merci de m'avoir invité. Heureux d'être là. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez écrit un comprendre, c'est comprendre la Russie, justement. Euh, et vous avez pris les choses euh, d'assez haut pour, disons, faire une véritable synthèse qui, à partir des données historiques essentiellement, mais aussi linguistiques, qui relèvent aussi de l'histoire culturelle et évidemment aussi de la géopolitique, euh, une synthèse qui permet de comprendre où en est la Russie aujourd'hui, euh, avec le temps long. Voilà. Donc, je le dis pour nos auditeurs, le livre fait 142 pages. Il est disponible aux éditions Contre-Culture pour la somme de 13 euros. Et j'en profite pour faire un point sur les éditions Contre-Culture. Donc, vous savez, chers auditeurs, que c'est une maison d'édition indépendante, fondée par Alain Soral. Sa collection Comprendre a pour ambition, en réalité, de faire le travail que ne fait plus les éditions type Presse universitaire de France avec leur collection Que sais-je, qui a été excellente hein, à une époque. Et là, donc avec cette collection Comprendre, c'est le livret des synthèses qui permettent de faire monter le niveau, de comprendre des sujets qui sont parfois complexes, notamment celui de l'être russe. Qu'est-ce que l'être russe? Alors pour y répondre, pardon Rachid, j'étais un peu long, on va commencer par la brume des origines. Et je pense que ça vaut la peine de s'y plonger parce que c'est beaucoup plus, c'est bien mieux que Game of Thrones. C'est aussi bien pour ceux qui aiment ça que le Silmarillion de Tolkien. Vous nous plongez dans le premier chapitre de votre livre sur les hypothèses que l'on peut tirer des données archéologiques, linguistiques, toponymiques, etc., sur les origines des Slaves et spécialement des Slaves orientaux, enfin des Slaves septentrionaux et orientaux qui vont être à l'origine des Russes. Alors, par où on prend ce problème? Cette question, Rachid. Écoutez, je ne vous cache pas que ce fut un défi de taille que je m'étais imposé parce que habituellement, quand on lit un livre d'histoire sur la Russie, on commence toujours par la Rousse de Kiev, le baptême, à la limite, on commence par Novgorod, l'appel des Varegs, il y a Rurik qui vient et qui trouve des bras cassés, qui ne savent pas fonder un État et qui leur fondent un État. Enfin, une histoire un peu mythique que l'on retrouve dans les écrits russes des premiers temps et qui ne m'a jamais convaincu. Et donc, j'ai décidé de creuser en amont et de voir quelles sont les différentes strates qui ont rendu possible ce récit et par conséquent qui ont rendu possible la Russie historique. Et je parle de strates parce que je considère que j'ai tenté de faire une archéologie de l'âme russe. Et donc, j'ai creusé un peu tel un archéologue en essayant de remonter le plus loin possible. Alors, pourquoi un défi? Parce que quand on parle de cette période-là, c'est-à-dire à partir du 5e jusqu'au 8e, 9e siècle, avec la christianisation de la Russie, au fait, il y a presque rien. On a des écrits un peu éparses de chroniqueurs byzantins, puis un peu plus tardivement arabes, et puis avant romains, qui parlaient de peuples que l'on croit être des Slaves. On le verra plus tard comme les Vénètes, les Ruges, etc. Mais en fait, il n'y a pas grand-chose parce que les Slaves n'avaient pas d'écriture. C'est une raison très simple. C'était une tradition orale qui changeait. C'est un peuple qui se déplaçait en permanence. Et donc, c'était pas tout à fait des nomades, mais c'était des sédentaires qui se déplaçaient en permanence, qui habitaient les forêts, les marécages. Donc, on est vraiment dans un monde quasiment magique. C'est bien que vous ayez mentionné Game of Thrones, parce qu'on est dans une période de l'Antiquité tardive où on ne sait presque rien. Et donc, j'ai dû collecter différentes données, traduire différents récits, du vieux norrois également. Il y a des sagas scandinaves qui parlent de ces peuples-là, de batailles qui ont été livrées. Il y a des écrits byzantins, arabes, etc. Donc, si on devait trouver un commencement, il y a le commencement des Indo-Européens, qui est une forme de groupe civilisationnel qui a commencé à migrer et qui a donné différentes branches, dont les Perses, les Indiens, et puis une partie des Indo-Européens qui va les peupler l'Europe occidentale. Et les Slaves en font partie. Et en général, quand on parle des Slaves du point de vue occidental, on imagine qu'il s'agit d'un peuple périphérique, d'un peuple marginal. C'est là-bas.
c'est la Russie, l'Ukraine, la Biélorussie. Alors qu'en réalité, c'est le premier groupe ethnique d'Europe. Les Slaves, c'est 300 millions d'individus. Et ils sont européens, caucasiens, etc. Donc, si on devait trouver un commencement, on pourrait commencer par deux étapes historiques majeures où les Slaves vont commencer à s'organiser en État. Parce qu'avant cela, d'après les écrits des Byzantins, les Slaves obéissaient à une organisation clanique extrêmement horizontale, farouchement attachée à leur indépendance et qui les rendait incapables de fonder un État. Ils étaient attachés à leur liberté, à tel point que l'esclavage qu'ils vont avoir, comme tous les autres peuples, aura une forme très atypique. Quand ils font un prisonnier, par exemple, lorsqu'ils vont envahir une partie des Balkans à l'époque de l'Empire byzantin, là on est au 7e, 7e, 6e, 7e siècle, ils vont faire des prisonniers. Et la coutume à l'époque des Slaves était de garder le prisonnier comme esclave pendant une période limitée, période de 2 ans, 3 ans, esclave, pas les travaux durs, c'est l'esclave qui va servir dans la maison, aller, etc., chercher le bois, l'eau. Et à la fin de la période, on lui donne le choix entre deux choses. Soit il reste en tant que citoyen libre parmi les Slaves, il devient un membre du clan, soit on lui donne un peu d'argent pour qu'il puisse rentrer chez lui. Et donc, même vis-à-vis de l'ennemi réduit en esclavage, ils gardent cet attachement à la liberté de leurs ennemis. C'est-à-dire qu'on va leur rendre leur liberté tôt ou tard et qu'ils doivent payer une dette. Ils nous ont combattus et donc ils vont rester chez nous pendant 2 ans, 3 ans. Et la première constitution étatique eut lieu grâce au contact avec les Germains, notamment les Carolingiens, où un groupe de Slaves qu'on appelle les Abodrites, qui se trouvent dans l'actuelle région de la Poméranie, c'est le nord-est de l'Allemagne, c'est un peu à l'est du Danemark, qui donne sur la mer Baltique, on a un ensemble de tribus, une confédération tribale qui va se regrouper et qui va nommer, élire un prince. On l'appelle les Abodrites, elle peut porter différents noms, les Vingres, ça dépend de quel peuple on parle. À Chaque une peuple les époque, appelle dans les différemment. anciens, on disait obodrite aussi. Obodrites, Abodrite ou exactement. obodrite. Bon, c'est Ouais. comme souvent les noms très anciens, ils ont plusieurs variantes modernes. Tout à fait. Et puis, même du point de vue russe contemporain, le verbe abadrit veut dire vigorer. Donc, peut-être que c'était les vigoureux qui s'appelaient comme ça à l'époque. Même si le dialecte des abodrites était davantage proche du polonais aujourd'hui que du russe actuel. Alors, ils vont fonder un premier État à partir d'une confédération tribale, nommer un prince, et la tribu qui va dominer cette confédération s'appelle les Rérègues. Je vais m'arrêter là pour ne pas spoiler ce qu'on va dire un peu plus tard. La deuxième dynamique de création d'un État slave a eu lieu sur une île allemande qui s'appelle Rügen. C'est la plus grande île d'Allemagne. Elle fait à peu près 1000 km², si je ne me trompe pas. Et donc, on a des tribus slaves qui vont migrer graduellement vers l'île de Rügen, qui est habitée probablement par un peuple germanique, et ils vont finir par dominer l'île et assimiler ce peuple germanique, qu'on appelle les Ruges. Mais en même temps qu'ils vont assimiler ces Germains, ils vont eux-mêmes être en partie assimilés, parce qu'on est toujours dans une logique de symbiose. Il ne s'agit pas d'une invasion, mais d'une migration graduelle petit à petit. Et les Slaves de Rügen vont fonder un État extrêmement centralisé, avec une forme de monolatrie. Alors, pas un monothéisme, mais une monolatrie, c'est-à-dire qu'ils vont adorer un seul dieu, qui s'appelle Sviatavit. Et la statue représentait un dieu avec 4 visages, c'est-à-dire qu'il regarde dans les 4 directions du monde, de l'univers, etc. Et donc, si on veut traduire Sviatavit, c'est soit celui qui éclaire le monde, soit celui qui voit le monde dans sa totalité, c'est-à-dire l'omniscient. Et il y aura des sacrifices humains qui vont être faits pour ces divinités-là, notamment des chrétiens faits prisonniers lors de raids, etc. Alors, ce qui est intéressant avec les Rugiens ou les Ruges, c'est que cet État slave va semer la terreur dans toute la mer Baltique, à l'image de ceux qu'on appelle aujourd'hui les Vikings, c'est-à-dire de ces pillards de la mer qui font des raids rapides avec des troupes de choc, voler ce qu'ils peuvent voler et puis repartir, une forme de nomade de la mer. Alors les Slaves vont également pratiquer la piraterie et les raids sur les régions côtières de la mer Baltique, à tel point que même les Scandinaves les craignaient. Et il y a plein de témoignages de l'époque qui le racontent. Et des archéologues ont fait des fouilles dans l'île de Rügen et ils ont trouvé des navires
fabriqués par les Slaves de l'île de Rügen et qui étaient quasiment similaires aux dracars vikings. À la seule différence que les clous utilisés pour bâtir ces bateaux n'étaient pas métalliques, n'étaient pas de fer, mais étaient des clous en bois. Ce qui a amené les archéologues à trancher de manière définitive qu'il ne s'agit pas de navires vikings, mais qu'il s'agit de navires slaves très similaires aux vikings. Et donc, je disais semer la terreur, même au niveau de la Scandinavie. Et il y avait même des villages et des villes chrétiennes qui donnaient des offrandes au dieu Svetavit juste pour éviter de se faire piller et attaquer par les Russes. Et donc, on a deux États slaves qui sont globalement méconnus de l'historiographie officielle dont on ne parle pas. Parce qu'il faut comprendre qu'une partie importante de l'Allemagne contemporaine, dans ses frontières politiques actuelles, était majoritairement slave. D'ailleurs, la toponymie le démontre. Quand on voit des villes comme Rostock, il y a le préfixe Ros qui renvoie aux Russes. Lubik. Lubik, ça vient de Lubov, aimer, la ville aimée, la bien-aimée, etc. Donc il y a plein de villes allemandes, surtout à Rügen, mais même sur l'Allemagne continentale, Oui. qui portent des noms d'origine slave. Oui, Oui, même Leipzig est tout à fait. un toponyme d'origine slave, et puis comment dire, il y a beaucoup aussi de patronymes qui sont d'origine slave, et tous les noms en Vitz, c'est les Vitch Tout à fait. qui ont été. Mhm. Et donc, on a une coexistence tantôt conflictuelle, tantôt harmonieuse entre les Germains, les Carolingiens et entre les Slaves à Bodrite, avec au nord l'île de Rügen qui a choisi d'opter pour la piraterie, avec une forme de principauté centralisée, une monolatrie, et l'avancée des Allemands vers l'Est, qui est une coutume allemande de temps en temps d'aller envahir l'Est, a amené les Slaves à Bodrite à d'abord accepter de tomber sous le protectorat des Carolingiens, puis plus tardivement du Saint-Empire romain germanique, et puis certains qui ont refusé la christianisation qui était imposée par les Germains ont migré vers leurs cousins et leurs frères plus à l'est, notamment dans l'actuelle région où se trouve la ville de Novgorod. Et donc on a des Slaves qui ont une culture de l'État, une culture guerrière similaire à celle des Germains, c'est-à-dire moderne pour l'époque, qui vont plus à l'est vers Novgorod et qui vont impulser à Novgorod la création d'un État russe, parce qu'il va devenir russe par la suite, un État slave, un nouvel État slave autour de Novgorod. Alors comment connecter tout ça avec le mythe de Rurik? C'est que la tribu qui dominait les Abodrites, je l'ai dit tout à l'heure, s'appelle les Rérek, et leur étendard, leur symbole, était un faucon qui chutait en piqué sur sa proie, avec ses ailes repliées. Regardons maintenant le symbole de l'Ukraine, qui est le trident ukrainien, qu'ils ont repris des pièces de monnaie qui étaient battues à l'époque de la Russe de Kiev, notamment d'Oleg le Sage, etc., où on trouve le symbole du trident. Les Ukrainiens contemporains ne l'ont pas inventé, ils l'ont récupéré de leur histoire. Et puis en fait, il ne s'agit pas d'un trident. Si vous regardez bien le symbole, il s'agit d'un faucon qui chute sur sa proie, on voit la tête en bas, et les trois dents, enfin le trident, ce sont les deux ailes repliées et le corps du faucon. Ça veut dire que quand les Réreg, ou une partie des Réreg, a migré vers Novgorod et a aidé les Novgorodiens, qui étaient eux-mêmes une confédération composée de Slaves, de Finno-Ougriens, etc., à fonder un État, qui par la suite a donné lieu à la fondation de Kiev, eh bien le mythe historique par la suite a personnifié la tribu des Réreg à travers un personnage qui va s'appeler Rurik et qui est tout simplement une déformation en fonction du dialecte local du nom Réreg, qui en fait ne correspond pas à une personne, mais correspond à une tribu qui était à la tête des Abodrites et qui a dû échapper vers l'est pour échapper à l'avancée des Germains. Pareil, les Ruges vont dominer la région pendant 4, 5, 6 siècles à peu près, jusqu'à ce qu'une confédération extrêmement importante dirigée par un roi danois, Valdemar, qui est Vladimir en réalité, parce que sa mère est une princesse de Kiev. Sa mère est russe, est slave, et lui a donné le nom de Valdemar, qui est Vladimir version scandinave, avec différents duchés, le duché de Saxe, le duché de Poméranie. Donc il a fallu toute une confédération de plusieurs duchés et du roi du Danemark pour venir à bout de l'île de Rügen, qui était une vraie forteresse naturelle qui était tenue par un État centralisé, petit certes, mais redoutable. Et donc il y a une partie des Ruges ou des Rugiens qui va également émigrer à l'Est et qui va
qui était déjà connu déjà pour sa piraterie, etc. Et donc le mot qui va apparaître ensuite à côté de Ruri, qui est le mot de Vareg, sert très probablement à désigner les Rugiens. Parce qu'il n'y avait pas une présence importante des Vikings scandinaves dans la mer Baltique et notamment à l'est du côté de Novgorod. C'était surtout les Rugiens qui pratiquaient la piraterie et le pillage dans la région. Donc certes, il y a un peuple étranger qui est venu, deux peuples étrangers, une partie des Abodrites et une partie des Rugiens, mais il s'agissait de frères slaves et pas de Scandinaves. Et donc Alors c'est là, très intéressant ouais. Mhm. parce que ça vient battre en brèche c'est rompre en visière avec la thèse qui est encore pas mal court et qui est assez classique, qui est la thèse en fait de l'origine scandinave, c'est-à-dire en disant les Varegs, ce sont des Vikings suédois, qui est une thèse qu'on peut appeler normaniste et qui n'est pas dénuée de sous-entendus peu flatteur pour, disons, l'idiosyncrasie russe, hein. Mhm. Alors, c'est un peu compliqué, hein, une forme de paradoxe. C'est qu'en même temps, effectivement, c'est peu flatteur, ça l'est devenu à partir du 19e siècle, Oui, notamment lorsque les Allemands, bien avant le nazisme, bien. ont voulu, comment dire, délégitimer la Russie en tant qu'empire, en rappelant qu'au fait, vous êtes incapable de fonder un État, il a fallu des Scandinaves, c'est-à-dire proches des Germains, pour aider à fonder un État. Mais le paradoxe réside dans le fait que pendant toute l'histoire de la dynastie des Rurikides, au fait, ils sont vantés de ce mythe-là. C'est ça le paradoxe, c'est qu'au fait, Oui, il ne leur a été imposé par personne. Ils ont choisi de forger ce mythe et de l'adopter pour différentes raisons. Parce que quand on est une xénocratie, c'est-à-dire que quand le pouvoir vient de l'étranger, il échappe aux querelles intestines des différents clans et tribus. Et donc, il peut s'ériger en arbitre suprême. Et donc, une partie de la légitimité de la dynastie dominante vient qu'elle ne procède pas du peuple qu'elle domine. Et donc, tout le monde la verra comme légitime pour arbitrer et non pas orientée et où il y aura pas de favoritisme. Donc, ça a été entretenu. Même Ivan IV s'en vantait, etc. Il s'est même inventé un mythe encore plus lointain en disant que l'origine de Rurik serait un certain Prusse, qui est le frère adoptif de l'empereur romain Auguste. Enfin, on est dans un délire mythique, mais à l'époque, c'était normal. Personne ne le contestait, tout le monde croyait à tout, globalement. mais dans les anciens régimes européens, ça n'est pas effectivement délégitimant, comme tu Tout le à fait. dis. Et puis c'est même assez fréquent, puisque l'aristocratie française d'Ancien Régime prétend être la descendante des Les conquérants Francs, francs les Germains, hein. de la Gaule, voilà. Et on peut aussi parler de la noblesse polonaise qui prétend descendre comme un seul homme des Sarmates ou des Scythes. Euh, Hypothèse pour le coup encore plus fantaisiste. Enfin, Tout à et fait. donc c'est assez classique. Mais effectivement, ça amène le thème quand même qui peut être là à des oreilles plus modernes, très dépréciatives, de la xénocratie. C'est-à-dire des gens qui ne peuvent pas se gouverner eux-mêmes ou choisir parmi eux leur chef et qui ont besoin de chefs imposés de l'extérieur. Et disons que dans l'Europe moderne et comment dire, teintée des idéaux démocratiques, ça devient embarrassant. Cette, et cette thèse-là, elle prend cette connotation, la thèse du pouvoir venu de l'extérieur. Et alors, c'est peut-être à cet égard intéressant de dire un mot de la querelle autour de l'origine du terme russe, tout simplement. Alors, Que- honnêtement, on ne D'où sait ça pas. vient? Il y a des hypothèses. Personne ne peut trancher. Alors, j'ai lu plusieurs centaines de pages d'historiens russes, de linguistes. Tous prennent des pincettes lorsqu'ils parlent de cette thématique-là. Alors, certains parlent d'une toponymie, c'est qu'il y aurait une rivière en Ukraine, enfin, il y a une rivière en Ukraine qui s'appelle la rivière Ros, et que c'était la frontière qui séparait le monde slave du monde des steppes, notamment les Coumans, etc. Et donc les peuples étrangers appelaient les Slaves les Ross, en fonction de la rivière qui porte le nom Ross, mais la rivière elle-même, pourquoi elle s'appelle Ross? Donc il y a différentes thèses, mais honnêtement, personne ne peut trancher réellement. Et il y en a qui parlent que, du fait que les Rousses, par exemple, seraient en réalité des Scandinaves, et que c'est eux qui auraient donné le nom de Rousse, la Rousse de Kiev et aux Slaves, etc. Là encore, on revient à ce que j'ai dit au début, c'est qu'on est dans dans une période où il n'y a presque pas d'écrit. On ne peut que supposer. On va enjamber quelques siècles et évoquer un moment qui est vraiment évidemment fondateur et qui pour le coup est
euh, présente dans l'histoire officielle, hein, dans la chronique de l'époque, plus de traits de vraisemblance, disons, même si il y a des adaptations, c'est la conversion au christianisme. Mhm. Comment ces païens deviennent-ils chrétiens? Quel est comment se fait cette adaptation, cette conversion, cette transition? Alors, ce qui est avéré, c'est que la conversion s'est faite grâce aux contacts étroits qui se sont développés avec les Byzantins, avec les Romains d'Orient, Constantinople. Sachant que les contacts entre les deux pôles existaient bien avant la conversion, c'était des liens commerciaux, mais c'était également des liens guerriers. Il y avait des périodes où des princes de la Rousse de Kiev ont débarqué pour assiéger Constantinople. Et ils ne sont partis qu'après un mariage avec une princesse byzantine ou avec un tribut extrêmement élevé en pièces d'or et en argent. Donc les contacts étaient très fréquents. Et du point de vue byzantin, et dans la diplomatie byzantine de l'époque, que la Russie va intégrer par la suite et qu'on voit chez Poutine, et ce que très peu de gens comprennent aujourd'hui, c'est que les Byzantins avaient conscience des limites de leur capacité. Ils étaient d'un côté menacés par les musulmans à l'Est, qui étaient infiniment plus puissants démographiquement, économiquement, etc., sur les Omeyyades, puis les Abbassides. Et ils étaient également menacés par des peuplades nomades, les Péchénègues et d'autres peuples qui débarquaient par surprise pour assiéger Constantinople, juste pour avoir un tribut extrêmement important. Et si Constantinople avait opté à l'époque pour une guerre frontale à la romaine, elle se serait épuisée au bout d'un siècle. Et donc, ils ont trouvé une méthode plus intelligente, c'est de tisser un jeu d'alliances extrêmement complexe et mouvant pour monter les peuples les uns contre les autres. Par exemple, quand ils sont obligés de combattre les Péchénègues et qu'ils arrivent à battre les Péchénègues, ils ne les massacrent pas. Au contraire, ils les intègrent comme un peuple ami, comme un peuple frère, et ils les installent au niveau des marches de l'Empire pour que ces Péchénègues qui hier étaient ennemis deviennent aujourd'hui le bouclier de Byzance contre un autre peuple. Et puis par la suite, si un peuple plus puissant vient, ils vont le monter contre un autre peuple, etc. Et donc les Slaves étaient un peuple turbulent, à l'image de ces peuplades-là, notamment les Bulgares, qui vont poser problème aux Byzantins jusqu'au XIe siècle. Et l'une des méthodes que les Byzantins ont trouvées pour domestiquer les Slaves, c'était de tenter de les convertir graduellement. Et la conversion de la Rousse a commencé bien avant la version officielle. Donc, il y avait des missionnaires qui se déplaçaient, il y avait des villages qui se convertissaient, il y avait des villages qui étaient hybrides, où il y avait des païens qui coexistaient avec des chrétiens. Mais petit à petit, l'élite russe a vu l'intérêt de se convertir, peut-être pas parfois, ou peut-être parfois, peut-être une conversion authentique, on ne sait pas, mais pour avoir le prestige de l'Empire byzantin. N'oublions pas que Constantinople était appelée par les Russes Tsargrad, la ville royale, la ville divine, c'était l'archétype de la ville. D'ailleurs, même Kiev va être bâti à l'image de Constantinople. Il y a des monuments qui vont être répliqués, alors pas avec la même taille, avec la même finesse, mais il y aura une volonté d'utiliser la ville de Constantinople comme modèle idéal pour toutes les autres villes. Et donc, on a un baptême officiel dans la région de Chersonèse, dans l'actuelle Crimée, qui va être fait, mais qui en réalité ne va faire qu'officialiser une longue dynamique de conversion qui a commencé bien avant et qui s'est diffusée sur les territoires russes. À l'époque de Alors, Vladimir Ier, le, oui. le lieu en Crimée pour les auditeurs francophones, donc on le voit quelquefois appelé, vous me dites si je me trompe, dans la littérature chéronaise, c'est ça, ou chéronaise, et c'est voilà, c'est ça. Et alors, quelle est la physionomie de cet État, de ce premier grand État russe, en étendue, en forme de gouvernement, Mhm. qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, il avait deux pôles politiques, ce qu'on appelle la Rousse de Kiev. Au fait, elle avait deux pôles. Il y avait Novgorod au nord et il y avait la capitale qui était Kiev. Donc une Et très ils grande avaient un, étendue, hein. C'est immense. Tout à fait. C'est une C'est- étendue qui était immense pour l'époque. D'ailleurs, on peut voir les cartes, où vous le verrez. Mais ce n'était pas un État centralisé comme on pourrait l'imaginer. C'était un État relativement fédéral, on dira aujourd'hui, où chaque prince avait un fief, une large autonomie. Et à la tête des princes, il y avait un prince qui dominait le tout. Mais il devait composer, dans une logique des fois de rivalité, des fois de coopération avec les autres princes. Mais c'était une structure énorme et extrêmement fragile.
Et d'ailleurs, il y a eu des rivalités, il y a eu des empoisonnements, des assassinats, des règlements de compte entre les différents princes. Il y avait toujours une velléité indépendantiste à Novgorod. D'ailleurs, quand le prince de Kiev s'est converti, Vladimir Ier, etc., Novgorod a refusé la conversion parce qu'ils étaient extrêmement attachés à la divinité russe classique Perun, qui est le dieu du tonnerre, une sorte de Jupiter slave. Ils étaient déjà dans une monolatrie, donc ils ne voyaient pas l'intérêt d'aller vers un monothéisme, puisqu'ils étaient déjà dans un culte qu'ils connaissaient, etc. Et donc, il y a eu des campagnes militaires pour obliger Novgorod à se convertir au christianisme. Mais ils vont résister encore longtemps, pendant des décennies, avant d'avoir une conversion définitive. Et cette fragilité tenait bon tant qu'il n'y avait pas une menace exogène de nature à ébranler toute la structure. Et cette menace, on en parlera plus tard, ce fut l'invasion mongole. Mais en fait, l'invasion mongole n'a fait que révéler une fragilité intrinsèque qui existait au sein de ces peuplades slaves réunifiées en État entre Novgorod et Kiev, mais qui gardaient cette idée clanique de manière implicite. C'est-à-dire, il y avait un prince, un grand prince de Kiev, mais chaque prince avait son fief autonome, à l'image des clans slaves qui étaient farouchement autonomes à l'époque. Peut-être un mot, Rachid, sur cette invasion mongole quand même, qui révèle la fragilité, qui la met à jour, puisque c'est dans le, disons, la vision historiographique classique, cette invasion mongole, c'est la grande période de glaciation de l'univers russe, et en tout cas d'une bonne partie de l'Europe orientale, et qui est un des marqueurs d'une sorte de divorce entre la marche occidentale de l'histoire et la marche orientale, enfin de l'Europe orientale et tout, et spécialement en fait, surtout une sorte de Sonderweg russe, hein, le chemin spécial, chemin particulier, singulier, spécifique à la Russie, qui la tient à l'écart. Alors est-ce que c'est jusqu'à quel point c'est vrai? C'est Hmm. vrai que, juste pour revenir en arrière, à l'époque justement de cet État, euh, de cette Russe Novgodoro-Kievienne, il y a cette Anne de Kiev qui épouse un roi de France, hein, on est en 1051, quand Anne de Kiev épouse Henri Ier, roi des Francs d'ailleurs, pour être tout à fait précis à l'époque dans la titulature. Bon. Mais ce fait historique, 2 siècles, 3 siècles après, est impensable. Mhm. Que s'est-il passé pour que ce qui était finalement pas impossible, puisque ça a eu lieu, devienne pratiquement impensable après? Alors, il y a eu deux ruptures qui ont totalement isolé la Russie de la dynamique historique de l'Occident. La première, c'est l'orthodoxie. Parce que les peuplades slaves ont opté pour deux choix différents. Il y a des Slaves qui ont opté pour la catholicité, ça a donné ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant les Polonais. Et puis d'autres ont choisi l'orthodoxie pour des raisons géographiques, historiques, commerciales, on en a parlé, mais dans le livre, j'entre dans les détails. Et le schisme qui va avoir lieu entre le monde orthodoxe et le monde catholique au XIe siècle, en 1053, si je ne me trompe pas, en 1052, Oui. va déjà préparer cette rupture avec l'Occident sur le plan théologique, religieux, civilisationnel, et les Russes vont opter pour le rite grec, enfin la totale. Mais les échanges, les alliances avec d'autres familles régnantes ont perduré pendant un certain temps malgré le schisme. Et donc, il y a eu Anne de Kiev, il y a eu également la mère du roi du Danemark, Valdemar, qui est une princesse de Kiev. Donc, il y a différentes couronnes d'Europe qui épousaient des princesses de Kiev et inversement. Mais l'invasion mongole va définitivement déconnecter la Russie du monde, pas uniquement du monde occidental, mais même du monde byzantin. Hmm. Là, on est au début du XIIIe siècle, la première moitié du XIIIe siècle. Il y a un contingent mongol qui pénètre sur la terre de la Rousse, après avoir dévasté toute l'Asie centrale, la Perse, avec tous les massacres qui ont eu lieu. Ça va très vite, hein. Oui, oui. Tout à fait, c'est une armée redoutable, les Mongols. Alors j'entre un peu dans les détails, mais ils ont érigé l'espionnage à un niveau impensable pour l'époque. Également la communication, parce que pour dominer un territoire grand comme l'Eurasie, pour des relais de communication extrêmement efficaces. Et donc, ils avaient inventé la poste avant la poste. Ils avaient des relais où il y avait des chevaux tout frais pour que l'émissaire pouvait changer de cheval à n'importe quel moment pour arriver le plus rapidement possible. Et donc, ils envoient un corps de reconnaissance pour voir est-ce que ça vaut la peine d'envahir la Rousse de Kiev ou pas. Les Russes apprennent l'arrivée d'une peuplade nomade qu'ils ne connaissaient pas. Et le prince de Kiev décide de rassembler une armée pour aller affronter.
ce corps de reconnaissance qu'ils prennent pour une armée. Le corps de reconnaissance mongol, c'est entre 5 000 et 10 000 hommes. À l'époque, c'est une armée pour les Russes. Et donc, ils rassemblent quelques princes, ils vont à la rencontre de cette petite armée mongole. Et là, les divisions intrinsèques à l'identité slave refont surface. Et chaque prince dit, c'est lui qui va commander, c'est lui qui va établir la stratégie, c'est lui qui va mener la première charge. Et à la fin, ils vont mener une attaque de manière totalement désorganisée, pas du tout synchronisée, et ils vont être écrasés par ce contingent mongol. Non seulement ils vont être écrasés, mais les princes qui vont survivre et qui vont être faits prisonniers vont être écrasés par une structure en bois circulaire sur laquelle les chefs de guerre mongols vont manger, boire et festoyer en écoutant les gémissements des princes qui sont en train d'étouffer sous la structure en bois. Donc, c'est la première fois que les Slaves rencontrent une telle cruauté. C'est une cruauté vraiment asiatique au sens littéral du terme, mais typique des Mongols, davantage des Mongols. Là, les Mongols se disent la route c'est prenable, il y a quand même des richesses, ça vaut la peine, et ils reviennent au niveau de l'Asie centrale pour venir avec une vraie armée cette fois. Donc la Rousse de Kiev s'organise, commence à préparer la défense. Seulement, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'il ne s'agit pas de simples nomades. Parce que la plupart des nomades que les Russes connaissaient, il suffisait de rentrer dans la ville et fermer la porte à temps, et puis voilà, ils repartent. Parce qu'ils n'avaient pas d'armes de siège, ce n'étaient pas des armées modernes, quand on parle des Petchénègues ou quand on parle des Koumans, etc. Donc c'était facile de les maîtriser et dominer la steppe, mais ils ne pouvaient pas prendre de ville. Par contre, les Mongols, c'est autre chose. Ils avaient intégré des technologies chinoises, ils étaient capables de construire l'équivalent de ce qu'on appelle au Moyen Âge les trébuchets. Ils savaient faire des tours mobiles en bois pour assiéger les murailles. Et donc, c'était une armée, certes nomade, mais ultra moderne et à la pointe de la technologie militaire de l'époque. Et donc, les forts, les fortins et les villes russes vont tomber l'une après l'autre. Certaines vont opposer une défense héroïque, mais le siège ne dépassait pas en moyenne un mois. Un mois, c'était le maximum. Et puis, c'était un massacre total de quasiment toute la population afin d'utiliser la terreur comme instrument d'avancée territoriale, pour que les villes ouvrent leurs portes au lieu de résister à l'armée mongole, par ces stratégies de la terreur. Et donc la Rousse va être totalement envahie. Kiev va connaître, enfin Kiev va être rasé littéralement, mais toute la région de l'actuelle Ukraine, c'est-à-dire le cœur, le noyau de la Rousse de Kiev, va connaître une dépopulation. Premièrement en raison des massacres, mais également en raison de l'exode de la population qui va chercher à fuir les raids mongols en allant s'installer vers le nord, dans la région de Novgorod, qui ne va jamais être prise par les Mongols, parce que Novgorod va s'ériger en république autonome et indépendante et qui avait les moyens de se défendre, et qui va plutôt choisir la vassalité vis-à-vis des Mongols. Je rappelle qu'Alexandre Nevsky, le grand prince de Novgorod qui va battre les Teutons, l'ordre teutonique à la bataille du lac Peipus, était un vassal des Mongols. Et que dans l'armée d'Alexandre Nevsky, il y avait un contingent d'archers mongols qui combattaient aux côtés des Russes contre des Germains teutoniques, etc. Donc toute la Rousse va être conquise, sauf Novgorod, qui va être épargné et qui va choisir la vassalité. Et donc, on assistera à un déplacement du centre de gravité démographique du monde russe qui va quitter le sud, Kiev, pour se déplacer vers le nord. À tel point que les petites villes épargnées par les Mongols au nord ne vont pas pouvoir intégrer tous ces Slaves, tous ces Russes qui viennent de la région de l'actuelle Ukraine. Et donc, ils vont devoir travailler comme métayers, comme pour travailler la terre, le bétail, etc., comme servants. Et pour certains historiens russes, on a là le début de ce qui va devenir le servage par la suite. Parce que les Russes, là, durant la Russe de Kiev, il n'y avait pas de servage, il n'y avait pas d'esclavage. C'était vraiment un attachement à la liberté. Quand on voit le code, la loi de la Rousse de Kiev, c'était extrêmement moderne pour l'époque. C'est-à-dire vraiment, la peine de mort n'existait pas. La pire peine, c'était l'exil. Il y avait un code juridique extrêmement complexe pour régler les litiges de manière non violente, etc. Donc tout cela va voler en éclats. Les Slaves de l'actuelle Ukraine vont migrer vers le nord massivement et vont être obligés de travailler quasiment comme esclaves pour un rien, pour deux sous, pour les gens qui étaient déjà installés au nord. Donc premier basculement, basculement démographique et donc économique et commercial. Deuxièmement, les impôts qui vont être imposés par les Mongols
à tous les Russes, autant ceux de Kiev que ceux du Nord, vont tuer toute la productivité, l'ingéniosité, le commerce, etc. des Russes. De même, tous les artisans, les meilleurs techniciens, on dira pour l'époque, etc., qui étaient en Russe, vont être capturés par les Mongols et envoyés en Mongolie ou bien à Sarai, qui était la capitale de la Horde d'Or. Et donc, la Russie va perdre ses meilleurs artisans, ses meilleurs génies. De l'intelligence, l'intelligentsia de la Russe de Kiev va être capturée et prise par les Mongols. Ce qui fait que la construction en pierre va disparaître parce qu'il n'y a plus personne qui maîtrise la construction en pierre. Et donc, là, par exemple, la ville de Moscou, jusqu'au XIIIe, XIVe, même le XVe siècle, elle était encore en bois. Et souvent, il y avait un incendie qui ravageait toute la ville. Et donc, entre le XIIIe siècle et le XVIe siècle, on a perdu la technologie de sculpter des pierres et bâtir en pierre. Donc, c'était vraiment un retour, pas à l'âge de pierre, mais à l'âge de bois, en l'occurrence. Et donc, la Rouge de Kiev a perdu 3, 4 siècles de progrès, de dynamique civilisationnelle. C'était un vrai massacre civilisationnel qui a été imposé par les Mongols à la Rousse de Kiev. Et il faudra plusieurs siècles pour s'en remettre. Pardon. Alors malgré tout, quelle est l'empreinte finalement dans la sédimentation, hein, dans les strates de l'âme russe? Quelle empreinte a laissé ce temps de soumission à la Horde d'Or, aux Mongols? Alors, pour le comprendre, il faut brièvement parler du mode de gouvernance utilisé par les Mongols pour diriger un territoire aussi vaste que le territoire de la Rousse. Il est évident qu'ils ne peuvent pas le contrôler directement et mettre des garnisons mongoles partout. Et donc, ils vont sous-traiter leur domination à des princes russes. Donc, ils vont autoriser des princes à redevenir princes après la première conquête et les premières vagues, mais à condition qu'ils lèvent l'impôt pour le compte des Mongols. Et il y aura un prince qui aura le Yardlik. Yardlik, c'est un peu comment on appelle ça en français? Le, L'autorisation, le le mandat? cachet, le mandat, Ah voilà, oui, le mandat, le cachet, le sceau, etc. oui. C'est le sceau, voilà, parce qu'il y avait un truc physique qui était donné à un prince pour aller récolter l'impôt auprès des autres princes qui eux-mêmes ont récolté l'impôt auprès de leurs sujets. Et les princes de la Rousse se battaient entre eux pour obtenir le Yardlik. Pourquoi? Parce qu'ils pouvaient se faire un petit, voilà, voler un peu, prendre un peu d'argent, ne pas tout donner en Mongol, cacher un petit peu, etc. Et c'était un signe de prestige. Ça voulait dire qu'on était adoubé par le khan mongol de la Horde d'Or, en l'occurrence, et plus de Mongolie. Et pour obtenir ces impôts, eh ben, naturellement, il fallait humilier, il fallait dominer, recourir à la violence, mater des révoltes de ses propres citoyens, de ses propres sujets. Et donc, cette culture de la liberté qui avait structuré la Rousse de Kiev et l'imaginaire des Russes pendant des siècles a commencé à graduellement disparaître au profit d'une hiérarchie et d'une verticalité combinée quand il le fallait à une forme de dureté, voire de cruauté menée par des Russes contre d'autres Russes, ce qui est totalement inédit dans l'histoire de ce territoire-là. Et donc ça va marquer l'imaginaire russe très profondément parce que n'oublions pas que la domination mongole va durer quand même plusieurs siècles. Elle commence vers le milieu du XIIIe siècle et elle ne va réellement se terminer qu'au XVe siècle. Donc on a 3 jusqu'à 4 siècles de domination totale et puis partielle des Mongols qui vont entretenir ce mode de gouvernance à travers le Yardlik. Et les Mongols n'hésitaient pas, quand ils sentaient qu'un prince les trompait, à le convoquer à Sarai et à l'exécuter, après l'avoir humilié. Et donc, il y avait un schéma de terreur permanente. Et quand un prince refusait de payer ou se révoltait, comme ce fut le cas du frère d'Alexandre Nevsky, bah, les Mongols vont réaliser à nouveau des raids en rasant des villes, des villages, etc. Et donc, les Russes vont vivre pendant 3 siècles dans la terreur, dans les rapts que les Mongols vont voler, piller, réduire en esclavage un nombre important de Slaves. D'ailleurs, on pourra parler plus tard un peu des Khazars et des Radhanites qui ont précédé les Mongols dans cette tradition-là. Et donc, le règne par la terreur va devenir quelque chose de russe, va devenir quelque chose qui va être intériorisé par les Russes entre eux et puis vis-à-vis des peuples dominés. Et durant cette période de domination mongole, premièrement, il y a eu le déplacement du centre de gravité, mais il y a également l'émergence de ce qui va devenir une ville qu'on appelle aujourd'hui Moscou.
qui au moment de l'invasion mongole était un simple fortin qui était peuplé de 2000, 3000 personnes, principalement des garnisons avec leur épouse, etc. Mais le très petit prince de la Moscovie, de Moscou, qui était un petit duché, quelques dizaines de kilomètres carrés, va profiter de l'affaiblissement des grandes lignées rurikides, celles de Kiev et des autres de Pskov, Tchernigov, toutes les grandes principautés, pour commencer à gravir les échelons, grignoter du territoire au détriment de ses petits voisins, et puis jusqu'à obtenir le Yardlik, le célèbre Yardlik tant convoité par les princes de Kiev. Mais ce qui va distinguer la branche moscovite des Rurikides, celle qui domine à Moscou, c'est qu'ils vont adopter une forme de pragmatisme, de réalisme, couplé à une allégeance totale et inébranlable aux Mongols. Ils vont tirer leur force d'une soumission totale aux Mongols. C'est que on va entrer en rivalité avec d'autres princes et pour dévorer un prince voisin, ben on va le monter les Mongols contre ce prince en disant aux Mongols qu'il fomente un complot, qu'il veut se révolter avec d'autres princes afin d'avoir l'aide mongole pour aller envahir le prince voisin. Et donc ce territoire va graduellement grandir, grandir. L'efficacité dans la gestion pécuniaire de cette lignée des princes moscovites va être redoutable. Zéro défense, des dépenses superflues, amasser de l'argent, acheter des terrains, quand on ne conquiert pas, on achète des terrains et agrandir le domaine en évitant son fractionnement. Et donc la Moscovie va profiter premièrement du contexte global, historique et géopolitique de l'époque, mais également de sa position géographique qui est située plus au nord et qui est loin, relativement loin des régions plus facilement attaquables par les Mongols, notamment les steppes en Ukraine, etc. Donc c'est une région boisée, relativement facile à protéger, avec une rivière, la Moskova, qui la protège et la virtuosité des princes de la Moscovie vont lui permettre de s'ériger jusqu'à devenir par la suite la principauté qui va libérer la Rousse des Mongols, sachant qu'elle a accepté une soumission totale aux Mongols pendant 3 siècles à peu près. Oui, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ces différentes, cette Russie des principautés finalement fragmentées et vassales, soumises aux Mongols, elles sont toutes gouvernées par des princes qui ont comme principe de légitimité tous de descendre de Rurik, en tout cas de le Mhm. prétendre. Donc, finalement, ces princes de Moscou, eux, ont pour seul, oui, critère distinctif que de gouverner au départ un territoire assez étroit. Ouais. Mhm. Et puis, bon, surtout qu'ils avaient l'appui mongol. Ils avaient la légitimité, oui, mais Oui. c'est la superpuissance de l'époque. C'est les États-Unis de l'époque qu'ils avaient à Oui, et côté. puis leur habileté Tout à fait. continuée sur plusieurs générations. Et ça, cette habileté, pas toujours flamboyante, mais qui dédaigne pas les petits gains. Hein, parce que les petits gains font, hein, les petits ruisseaux font les grandes rivières, etc. Vous insistez là-dessus comme un des marqueurs, un des héritages mongols en fait dans la sédimentation russe. La force de la longue volonté. Alors je ne sais pas comment ça Tout se à dit fait. en russe. Длинная воля. Длинная воля, c'est la longue volonté. C'est que, en fait, quand on a un État qui est fragmenté, comme c'était le cas pour la Rousse de Kiev avant l'invasion mongole, par définition, on ne peut pas penser ou développer une vision à long terme, puisqu'on est en permanence dans des rivalités intestines et toute l'énergie de l'État est dépensée dans le maintien de l'État, de l'unité de l'État. Par contre, une fois que les Russes ont intégré la verticalité du pouvoir grâce aux Mongols, la terreur comme instrument, et la consolidation et la concentration du pouvoir entre les mains d'un seul prince au détriment des autres princes, c'est une dynamique qui va durer jusqu'à Pierre le Grand et même jusqu'aux bolcheviks, et même jusqu'à aujourd'hui, on pourra dire de concentration du pouvoir, eh bien, ils vont accéder à un autre niveau de réflexion stratégique qui est celui de la vision à long terme. C'est-à-dire qu'on se fixe un objectif à long terme, par exemple le rassemblement des terres russes, on le verra plus tard avec Ivan III, on va connaître des revers, on va connaître des défaites, on va même perdre la capitale, les Mongols, les Polonais vont la prendre, etc. Mais on va toujours avoir le même objectif, quoi qu'il arrive. C'est comme si on va dans un mur et on tape en permanence, peut-être avec une cuillère, mais sur le même endroit pendant 3 siècles, ben, le mur finira par se fissurer, tôt ou tard. Cette longue volonté, les Mongols l'avaient. Les Mongols ont connu des revers. C'est-à-dire, globalement, ils gagnent toutes leurs campagnes stratégiques, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne connaissent pas de défaite. Mais quand ils ont un objectif en tête, ils déploient tous les moyens à long terme pour l'atteindre. Et les Russes ayant accédé à cette verticalité du pouvoir vont intégrer ces dimensions stratégiques.
Et donc, quoi qu'il arrive, même en perdant la capitale, on le verra plus tard avec Napoléon qui va prendre Moscou, on ne perd pas de vue l'objectif stratégique, quoi qu'il arrive. Et aujourd'hui en Ukraine, malgré le début catastrophique de la campagne en Ukraine, avec les pertes importantes au début, tout le monde disait que l'armée russe allait s'effondrer, qu'elle allait s'écrouler. Ils gardent le même objectif, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est une variable anthropologique que les experts occidentaux ont tort de ne pas inclure dans le grille de lecture. Parce que quand ils voient les Russes ou les soldats russes, ils voient tout simplement des soldats occidentaux moins bien armés. C'est vraiment de projection d'eux-mêmes sur les soldats russes. Mais s'ils comprennent que ces soldats qui sont en Ukraine, autant les Ukrainiens d'ailleurs que les Russes, sont les héritiers d'une tradition byzantine, plurielle et mongole, et qu'ils ont en tête cette vision de long terme, couplée à une forme de nihilisme, vous ne pouvez pas les battre. Vous pouvez les exterminer, vous pouvez les génocider, mais vous ne pouvez pas les battre. C'est d'ailleurs le drame de cette guerre-là, c'est qu'on a des Slaves contre des Slaves. Ça ne s'arrête jamais quand des Slaves se battent entre eux. C'est toujours sanguinaire, ça dure toujours très longtemps, parce qu'on a deux peuples, alors je ne parle pas de l'État ukrainien, mais du peuple ukrainien, deux peuples qui portent en eux cette volonté de longue durée. C'est avec acharnement, en mordant et en ne lâchant rien, et avec une forme de nihil, combiné à une forme de nihilisme qui est propre à tout système tyrannique. Historiquement, la tyrannie, notamment Ivan IV, etc., va instaurer une forme de nihilisme typiquement russe. On le verra plus tard lorsqu'on parlera d'Ivan IV. On peut peut-être dire un mot à ce stade du tsar dont le... Enfin, justement, j'ai lâché le mot tsar. Est-ce le premier, celui en tout cas qu'on a sous-titré, enfin qu'on a appelé le rassembleur des terres russes? Alors, il y a un débat ou une querelle entre historiens russes pour savoir qui doit-on qualifier de premier tsar. Est-ce qu'il s'agit d'Ivan III ou est-ce qu'il s'agit d'Ivan IV? Alors, de facto, c'était Ivan III. Des jurés, on pourrait dire que c'était plutôt Ivan IV. Alors, pourquoi de facto c'est Ivan III? Premièrement, parce qu'Ivan III va réunir tous les emblèmes et tous les attributs de l'Empire. Premièrement, il va épouser une princesse byzantine, Sophia Paléologue, qui est la nièce du dernier empereur byzantin, Là, on se Constantin situe après XII la chute de Paléologue. Constantinople, là. Tout à fait, 1452 ou 53. Donc, une partie de la famille des Paléologues, qui était la dynastie byzantine, va fuir une partie en Pirée, une autre en Italie. Et Sophia Paléologue et son frère vont être protégés par le pape, voilà, à Rome. Et le pape avait une vision stratégique. Il voulait, face à la menace ottomane, fédérer les chrétiens. Et il avait besoin de plus de chrétiens. Et pour lui, les orthodoxes ne sont pas des chrétiens depuis le schisme. Et donc, il fallait convertir la Rousse de Kiev pour ouvrir un second front contre les Ottomans. Et donc, il y a des pourparlers qui sont entamés entre Ivan III et le pape pour organiser le mariage que voulait Ivan III avec Sophia Paléologue. Pourquoi? Parce que si le grand prince de Moscou épouse une princesse byzantine, il peut s'autoproclamer comme étant le continuateur de la tradition byzantine. Et donc, il est le nouvel empereur byzantin. Donc ça, c'est extrêmement important pour Ivan III. Et pour le pape, ce mariage était conditionné par la conversion d'Ivan III à la catholicité. Donc c'était un deal qui devait être fait. Alors peut-être pas une conversion à la catholicité, mais peut-être un nouveau concile amenant les orthodoxes russes à revoir leurs dogmes de telle manière à ce qu'ils soient compatibles avec la catholicité. Alors le mariage a lieu. Sophia Paléologue ne le voulait pas. Pour elle, la Moscovie, c'est un truc lointain, barbare. Le mariage s'est fait et naturellement, Ivan III ne s'est pas converti. Donc il a rompu le deal et Sophia va devoir se reconvertir parce qu'elle était orthodoxe, elle était byzantine, grecque, orthodoxe. Mais pour calmer un peu l'Église à Moscou et les fidèles, on lui a demandé quand même de se reconvertir pour éliminer tout doute. Parce qu'on a dit qu'elle a passé trop de temps à Rome et peut-être qu'elle est devenue catholique, c'est un cheval de Troie du pape, etc., etc. Donc elle va se convertir, prendre le nom de Zoé et elle va ramener dans ses bagages l'emblème de l'Empire byzantin, qui est l'aigle bicéphale que la Russie n'avait pas. Et donc, il va devenir, un peu plus tard, quelques décennies plus tard, le symbole, l'emblème officiel de la Russie. Et donc, la Russie devient la nouvelle Byzance et Moscou devient la troisième Rome. Et c'est à cette époque-là que Moscou s'érige et s'autoproclame troisième Rome. Donc, on a cette reconstitution qui s'est faite par des voies très particulières à travers Rome, le pape, etc., pour finalement reconnecter la Russie à Byzance, dont elle a été déconnectée, notamment par l'invasion mongole. Ah, je sais pas pourquoi on a commencé à parler de ça. J'ai perdu le fil, je crois.
Oui, et on peut évoquer aussi sur le règne d'Ivan III. Ah oui, 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 pourquoi premier tsar, oui, pardon. Mhm. Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, c'est à une époque, son époque est aussi marquée par l'hérésie des judaïsants. Il est peut-être intéressant à cet égard de revenir finalement aux Khazars et aux Radianites et à l'antiquité de la question juive finalement en Russie, Mhm. qui est là. Bon, on est obligé de faire un retour en arrière de pas mal de siècles jusqu'aux Khazars, mais donc ce peuple turco-mongol qui choisit, qui accueille des juifs et qui choisit le judaïsme. C'est quand même un très curieux et remarquable. Alors, pas le peuple, mais les élites khazars Les qui vont se élites. convertir. Le peuple va rester dans son paganisme pour la majorité, sauf les marchands qui voulaient se rapprocher des élites, etc. Alors, à l'époque, là, on est entre le 7e, 8e siècle. Il y avait une corporation de commerçants juifs qui s'appelle les Radhanites. Ils sont très peu connus, d'ailleurs, même par les Russes, sauf les historiens russes qui les connaissent par cœur. Et pas pour de bonnes raisons. Cette confédération, corporation, on ne sait pas comment l'appeler, de commerçants juifs était spécialisée dans le commerce de l'esclavage, dans la traite des Slaves. Et donc, comme ils ne pouvaient pas eux-mêmes aller capturer, parce qu'ils n'étaient pas connus pour être de féroces guerriers, ils sous-traitaient la capture des Slaves à des peuplades turco-mongoles, dont les Khazars. Donc les Khazars faisaient des incursions dans les villages, dans les villes de ce qui va devenir la Rousse de Kiev. Là, on est avant la conversion, et donc on est dans des peuplades slaves païennes. Donc on capturait des Slaves, on les donnait aux Radhanites, on les vendait aux Radhanites, et puis les Radhanites organisaient le commerce transcontinental pour les revendre dans le monde musulman. Alors en Andalousie, qui était très friand de Slaves, et à Bagdad et dans la partie orientale du monde musulman. Et pour ce faire, eh ben, ils devaient traverser l'Europe occidentale. Et donc ils avaient obtenu la complicité de plusieurs cardinaux qui, certes, sachant que l'esclavage était interdit en terre chrétienne, ont fermé les yeux sur cette traite de Slaves, tout simplement parce que pour eux, c'était pas des chrétiens, c'était des païens. Donc voilà, ils peuvent pas profiter de la protection octroyée par l'Église et les sauver de l'esclavage. Et donc, on a, sur une période de 2, 3 siècles, des centaines de milliers de Slaves qui vont être capturés par les Khazars, et pas que par les Khazars, mais par différentes tribus, données aux Radhanites, et les Radhanites vont se charger de les vendre un peu partout. Alors, ces Radhanites parlaient une pluralité de langues, enfin toutes les langues de ces régions-là, pour pouvoir commercer avec tout le monde. Et ils avaient une pratique, je ne sais même pas comment la nommer, même cruelle ne suffit pas. C'était ce qu'ils ont développé des ateliers de castration d'enfants, de castration à vif. Il n'y avait pas d'anesthésie, etc. Et l'enfant slave castré était vendu 3 fois plus cher qu'un enfant non castré ou qu'un adulte. Pourquoi? Parce que pour obtenir un enfant castré, ben, on en perdait 3 ou 4. Infection, crise cardiaque par la douleur, etc., etc. Et là encore, l'histoire, elle est très particulière, parce que l'Andalousie, qui va acheter énormément de Slaves, des femmes, mais pas que des femmes, mais elle va acheter également beaucoup d'hommes qui étaient appréciés pour leur force, pour leur courage, pour leur hauteur, la taille, etc., et qui vont servir de garde personnelle pour les émirs à Cordoue. Et à une époque même, lorsque l'émirat de Cordoue va connaître une implosion interne, ils vont même fonder une principauté à eux. Donc il y aura une principauté slave musulmane, parce qu'ils vont être convertis à l'islam, en Andalousie. Donc on voit bien comment ça bougeait un peu partout à l'époque. Et les Radhanites, pour asseoir leur présence auprès des Khazars et pour la consolider, parce que les Khazars se trouvaient à un endroit éminemment stratégique, l'actuelle Crimée, la région de l'actuelle Kherson en Ukraine, eh ben, ils vont graduellement convertir une partie de l'élite des Khazars par une logique matrimoniale, par des mariages de part et d'autre, etc., impliquant des conversions, parce qu'un non-juif ne peut pas épouser une juive. Et donc, petit à petit, ils vont réussir à convertir quasiment toute l'élite khazare, l'élite combattante et l'élite marchande khazare. Ça va se diffuser au niveau du peuple, mais ça ne va jamais englober la totalité du peuple. Et donc, dans l'imaginaire russe, alors, je dirais pas les juifs, mais le judaïsme, combiné à la dimension turco-mongole, qui à l'époque n'était pas encore musulmane, mais qui va le devenir avec l'invasion mongole, va laisser une cicatrice extrêmement profonde dans l'imaginaire russe.
Et alors, même si les Russes aujourd'hui ne connaissent pas les Radhanites, puis peut-être qu'ils ne connaissent pas les Khazars, ni les Turco-Mongols, etc., mais de manière inconsciente, il y a des cicatrices qui passent de génération à génération. Et ça nous a amené à la question de l'esclavage et à ce problème de l'homophonie entre slaves et esclaves. Mhm. Ça vaut la peine d'en dire un petit mot, peut-être. Oui. Qu'en est-il? Est-ce que c'est à cause des Slaves que le terme esclave est- a marqué, enfin, a fini par désigner la condition servile ou, enfin, d'où cela vient-il? Non, pas du tout, c'est un problème d'étymologie. Parce que le mot slave, on le retrouve chez des chroniqueurs byzantins, Procope et d'autres, qui parlent de sklavénoi, ou sklavénoi, pour désigner les Slaves, qui à l'époque n'étaient pas réduits en esclavage. C'était au contraire eux qui envahissaient l'Empire byzantin et qui réduisaient en esclavage des Grecs, notamment dans les Balkans, etc. Et on le retrouve chez les musulmans, notamment les voyageurs comme Ibn Fadlan et d'autres, qui parlent de Saqaliba pour parler des Slaves. Et donc, c'est un terme qui est utilisé par plusieurs peuples qui ne sont ni latins ni grecs, mais même les latins et les grecs l'utilisaient. Alors, la confusion vient du fait que le mot esclave vient du latin par un cheminement étymologique qui n'a rien à voir avec le mot slave qui nous viendra du grec. Mais la confusion est née dans l'esprit de manière très tardive. D'ailleurs, à l'époque, on faisait la différence entre les deux. Mais l'origine la plus probable du mot slave vient du russe lui-même, enfin des dialectes slaves eux-mêmes. Le mot slova en russe veut dire mot. Hmm. Le mot, ça se dit slova. Le dictionnaire se dit slava. C'est le dictionnaire. Et donc, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'une ethnie s'appelle elle-même celle que je comprends. C'est-à-dire, quand une ethnie slave rencontre une autre ethnie slave, sûrement ils disent Ah, Slovo. C'est-à-dire, je comprends ce qu'il dit. Et l'autre, il Et- dit Ah, Slovo. Et ouais, ils se prennent dans la main, etc. Contrairement à Niemetz. Niemetz qui va devenir allemand par la suite, qui veut dire celui qu'on blablabla, barbare, qu'on ne comprend oui, pas. le muet, celui qu'on ne comprend Voilà, pas, le parce qu'on ne muet parle qu'on pas. ne comprend pas. Et donc, très probablement, slave vient du mot russe ou du mot slave qui veut slova, slava, c'est-à-dire celui qui parle la même langue que moi. Et c'est tout à fait logique et très, très solide étymologiquement, historiquement, etc. Après, il y a d'autres versions qui disent que ça vient de slava, qui veut dire la gloire, c'est-à-dire qu'ils s'appelaient eux-mêmes les glorieux. Ça, j'en doute. Moi, je penche plutôt pour la version linguistique, c'est-à-dire ceux qui parlent la même langue que moi. On reviendra sur l'empreinte aussi, enfin le rôle des Juifs dans l'histoire russe à d'autres étapes de l'histoire, mais pour l'instant, si on reprend la trame chronologique, après Ivan III vient Ivan IV, et là, donc le premier tsar déjuré, et alors un tsar extraordinaire, bon, c'est qu'on peint comme un peu à la fois tyrannique, un petit peu fou, et quand même l'auteur de grandes réalisations. Euh, alors comment en faire une synthèse? C'est une synthèse, un portrait de ce souverain tourmenté. Alors, très compliqué. C'est un personnage qu'on peut en même temps haïr, en même temps ressentir de la pitié pour lui, en même temps l'aimer, en même temps... Très compliqué. Premièrement, Ivan IV va incarner l'apothéose de l'héritage mongol au cœur de l'imaginaire russe. C'est-à-dire c'est la centralisation à l'état quasiment absolu, mais avec une dimension mystique. Pourquoi? Parce que, premièrement, pour être honnête vis-à-vis Ivan IV n'était pas un tyran vis-à-vis du peuple. Il n'a jamais tyrannisé le peuple, il n'a jamais torturé le peuple, ni tué le peuple. Il a tyrannisé de manière redoutable la noblesse, les boyards. Donc, c'est pas Staline. Staline, c'est le peuple qui a principalement souffert de sa tyrannie et ça se compte en millions de morts. Ivan IV aimait le peuple. Il se considérait comme étant proche du peuple. Il était loin du faste de ceux qui l'ont précédé, etc. Il s'habillait de manière très rustique, comme un moine. Il passait des nuits blanches à faire des prières. Et quand il condamnait à mort des boyards, il passait une nuit blanche à s'auto-flageller en demandant pardon à Dieu, dans le sens où j'étais obligé de les tuer en tant que chef d'État, c'est-à-dire la raison d'État. Mais en tant que chrétien, je te demande de me pardonner, ô Dieu. Donc c'est un personnage vraiment torturé intérieurement par son devoir en tant que tsar, mais également par sa culpabilité en tant que chrétien. Alors pourquoi il maltraitait les boyards, il massacrait, il torturait, etc. Premièrement parce qu'il a eu un traumatisme d'enfance, que quand il a été enfant, les boyards ont massacré une partie de sa famille, ils l'ont gardé en captivité,
Il souffrait de malnutrition, il le nourrissait mal, il était maltraité, donc il a gardé un très mauvais souvenir de cette caste-là. Et donc, il y avait des comptes à régler d'ordre personnel. Deuxième élément, déjà enfant, il a été traumatisé par cet épisode-là. Il paraît que certains membres de sa famille ont été enterrés vivants devant lui. Et donc, déjà enfant, il torturait des animaux, il les jetait par-dessus les tours, etc. Donc, c'est typique des cas des enfants maltraités, etc. Deuxième élément, pour ne pas entrer dans la psychologie de comptoir, on va rentrer dans le sérieux, c'est qu'il avait pour mission, et s'était donné pour mission de fonder un vrai État russe, un État fort, un État central, capable de faire face aux menaces de l'époque, c'est-à-dire la menace mongole qui était encore présente, notamment le Khanat d'Astrakhan et le Khanat de Crimée, qui sont nés de la dislocation de la Horde d'Or. Pour Oui. nos auditeurs, oui, qui sont pas familiers de la Ah prononciation, c'est oui, les khanats. Donc en fait, les États à la tête desquels se trouve un Khan, un Khan, un Khan, comme vous voulez, mongol. qui n'a rien à voir avec Jean-François Kahn. Hein, c'est pas le même Kahn. Voilà. Hein. Bah, quoique, si on remonte au Khazar, Ah oui, voilà. Ouais, possible. c'est donc oui, le Khanat khazar qui était encore très très puissant et qui est le grand fait d'armes oriental de Ivan l'époque IV. d'Ivan IV. Tout à fait. Donc, il y avait la menace mongole qui était présente. D'ailleurs, Moscou va être brûlé sous le règne d'Ivan IV. Ils vont prendre Moscou. Et puis, il y avait les Polonais et les chrétiens catholiques du côté de l'Ouest, notamment la Pologne, qui menaçait les terres de la Rousse. Et donc, il fallait consolider l'État. Et donc, il fallait réduire le poids et la puissance des boyards, qui avaient chacun son fief, chacun sa garde, chacun son armée. Et donc, quand il condamnait à mort un boyard, eh bien, il lui confisquait ses terres. Donc c'était une manière d'agrandir son propre domaine en tant que tsar. Il comprenait qu'il ne pouvait pas être un tsar efficace s'il y avait des boyards plus riches que lui, s'il y avait des boyards qui avaient plus de terres que lui. Et donc il va agrandir le domaine royal au détriment des boyards en confisquant systématiquement tous leurs biens et toutes leurs terres. En même temps, on peut comprendre sa paranoïa ou sa méfiance. Parce qu'il est avéré aujourd'hui historiquement, il y a un vrai travail d'historien russe qui a été fait, que beaucoup de boyards, à l'époque, complotaient effectivement avec les Polonais. Donc, c'était pas que de la paranoïa. Donc, il avait tout un service d'espionnage, etc., qui lui permettait d'identifier cela. Donc, tous les cas d'exécution n'étaient pas injustes. Donc, il y avait des cas où il y avait de l'arbitraire, ou tout simplement pour affaiblir une branche de la famille des Rurikides qui était rivale de la branche dominante, celle d'Ivan IV, mais il y avait également des fois des exécutions à bon escient vis-à-vis de traîtres, factuellement traîtres, de gens qui sont factuellement traîtres. Son domaine qu'il va agrandir et qu'on va qualifier de oprychnina ou aprychnina, parce que le O se prononce A des fois en russe, ça va être le domaine tout simplement royal, le domaine impérial du tsar, au sein duquel il va instaurer une vraie inquisition. Il y aura un ordre de moines, aprychniki, qu'il ne va jamais quitter. Il va dormir avec eux, prier avec eux, vivre avec eux, loin du faste, etc. Et ça va être ses inquisiteurs et sa force de choc pour aller capturer un boyard, le ramener, le torturer et l'exécuter. Et donc, dans ce domaine-là, effectivement, il a instauré un schéma de terreur vis-à-vis des boyards, mais également des gens affiliés aux boyards ou qui soutiennent les positions des boyards. L'analogie avec l'Inquisition, on peut la dresser dans ce sens où l'Inquisition était le seul moyen, enfin, comment dire, déjà on parle de l'Inquisition espagnole, pour en gros toucher n'importe qui dans la société, indépendamment du cadre coutumier féodal. Et c'est cette capacité à percer ces écrans, cette capacité à l'État de percer ces écrans traditionnels, en fait, hein, protecteurs contre le pouvoir central, qui rapproche en effet l'Inquisition espagnole de l'Oprichnina, qui vise spécialement justement la Les noblesse, boyards, tout ceux à qui fait, la sont voilà, les noblesse. boyards qui... Alors, euh, oui. Alors, l'autre élément, parce que comme il était réellement mystique dans sa démarche, il considérait que l'Optichnina ou l'Inquisition russe coïncidait avec la consolidation de l'État russe. Parce qu'il partait de l'idée que quand un boyard trahit le tsar, au fait, il trahit Dieu. Et donc, l'Inquisition a raison de le torturer et d'obtenir sa rédemption, avant d'être exécuté tout de même. Pourquoi? Parce qu'il est tsar par la volonté de Dieu. Donc, si on complote contre le tsar, on complote contre Dieu, et donc on cesse d'être chrétien. Et on n'est plus protégé par le Christ. D'où le fait que, et d'ailleurs, le parallèle peut être fait même avec l'Inquisition dans le monde occidental, où effectivement, quand par exemple, un Français à l'époque du XIIIe ou XIVe siècle ou XVe siècle adoptait une hérésie, et ben de fait, il menaçait le pouvoir temporel du roi.
parce que le roi tire sa légitimité du fait qu'il est adoubé par Dieu et qu'il est le lieutenant du Christ. Et bien, si un sujet cesse de croire dans le Christ, il cesse de croire dans la légitimité du roi. Et donc, le fait de le juger religieusement revient à régler un problème également politique. D'où le fait que l'Église catholique n'exécutait jamais les hérétiques. Elle les condamnait, mais elle les remettait au pouvoir temporel. Et c'est le pouvoir temporel qui les brûlait vifs, contrairement à ce que les gens croient. Et donc, c'était toujours à double visée, l'Inquisition. Et même en Russie, dans le cas de l'Oprichnina. Parce que tout était lié à l'époque. On faisait pas, c'était pas la laïcité. Si on est fidèle au tsar, on ne peut l'être qu'en étant chrétien. Si on est infidèle, on cesse d'être chrétien. Ou bien si on cesse d'être chrétien, on cesse de facto d'être fidèle au tsar. Et donc, il va agrandir son domaine jusqu'à devenir dominant par rapport aux boyards qui vont survivre à l'Oprichnina. Et il va rentrer dans un délire selon lequel la fin des temps est imminente. La fin des temps est imminente, il faut s'y préparer, il faut se purger de tous les péchés. Il va entrer dans un bras de fer avec le métropolite de Moscou. À l'époque, Moscou n'était pas encore un patriarcat. Le métropolite de Moscou va condamner les tortures et les exécutions réalisées par le tsar. Et puis le métropolite va lui-même, qui était l'ami d'Ivan IV, va lui-même être emprisonné. Puis par la suite, il va être étranglé dans sa cellule. Après, il y a des mythes selon lesquels il y aurait eu des miracles dans la cellule de prison, que le métropolite aurait rendu la vue à quelqu'un, qu'il aurait guéri quelqu'un d'autre, etc. Mais il y a ces dimensions mystiques qui étaient omniprésentes chez Ivan IV, que la fin des temps était imminente. Bon, après, il a tué son fils également. On trouvera une analogie également avec Pierre Ier, qui accidentellement a tué son fils, mais même Ivan IV a accidentellement tué son fils. C'était sur un coup de colère. Et il paraît que des boyards, par l'intermédiation de gens dans l'entourage Ivan IV, l'auraient graduellement, sur plusieurs années, empoisonné à l'arsenic. Et il y a eu des prélèvements qui ont été faits, parce que le corps d'Ivan IV est enterré à Moscou, et qui a confirmé qu'effectivement, il y avait des doses extrêmement élevées d'arsenic dans les cheveux d'Ivan IV, entendu qu'il était empoisonné sur la longue durée, et qu'une présence importante d'arsenic pouvait donner lieu à des cas de démence. Il y a des excès de colère, etc. Et donc la paranoïa terminale d'Ivan IV et la violence terminale d'Ivan IV peut être due à l'empoisonnement dont il a été victime. Mais c'est celui qui va jeter les bases de l'État central, fort autour de Moscou et de la Moscovie. Et c'est le premier tsar, effectivement, dans tous les sens du terme. Bon, il va Chers décapiter auditeurs, également, il va décapiter plein d'épouses, c'est un peu comme les Tudors. Voilà, oui, il a eu 8 épouses, je crois, il y en a une qui a survécu, qui a été exilée dans un monastère. Mais bon, je donne plein de détails dans le livre, là, je donne les grandes lignes, juste pour donner envie de lire. chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. C'est sur cette figure d'Ivan IV de tsar, autocrate et rassembleur des terres russes et qui a marqué cette histoire, qui permet de comprendre une partie donc de cette âme russe que nous allons provisoirement nous quitter. Je vous donne rendez-vous pour un volume 2, deuxième volet de cette émission spéciale de Pourquoi tant de haine consacrée à comprendre la Russie avec avec son auteur, Rachid Achachi. Je vous rappelle que ce livre donc, est disponible aux éditions Contre-Culture. Il fait 142 pages pour 13 euros et je vous invite également à regarder les coffrets que proposent les éditions Contre-Culture, notamment un qui est un coffret Russie, hein, avec les contes russes de Tolstoï également et quelques autres livres absolument intéressants. Et donc ces deux nouveautés, Comprendre la Russie et Les contes russes, qui est un livre magnifique avec les illustrations de Marie. À très bientôt, chers auditeurs. Merci Rachid. Merci Paul Verbeek et merci à tous les auditeurs et auditrices. Et j'espère qu'ils vont apprécier le livre. Il y a plein d'autres pépites dont on n'a pas parlé et voilà, pour donner envie de lire.